Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre votre émission Parlons-en. Parlons-en qui s'intéresse ce soir aux droits des enfants dans notre pays avec la coalition des ONG de protection et de promotion des droits de l'enfant COLT CDE. La Guinée, vous le savez, a ratifié tous les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection de l'enfant. Et parmi ces instruments figure la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant CDE, ratifiée en 1990. Alors, question sur ce plateau, 17 ans après, qu'en est-il du droit de l'enfant en Guinée et quelles sont les dispositions prises pour la mise en œuvre de la CDE dans notre pays? Que faut-il faire pour amener le gouvernement à augmenter les investissements publics dans la protection et la promotion des enfants? Voilà pour l'essentiel de nos questions. Des éléments de réponse vous seront donnés par les invités qui ont ce soir pour nom et fonction. Mamadou Oumar Bari, député junior de Dingraï. Akoye Guilavogui, chef division protection de l'enfance au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Mamadi Dramé, consultant chargé du plaidoyer à la COLT, c'est-à-dire la coalition des ONG pour la protection et la promotion des enfants. Chers invités, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, pour démarrer cette table ronde, est-ce que l'on peut déjà nous présenter la COLT CDE? Qu'est-ce que c'est, M. Dramé, vous qui êtes consultant au sein de l'ONG? D'abord, merci Madame de l'opportunité que vous nous offrez ce soir sur ce plateau pour parler un peu de cette importante coalition. Au fait, comme vous l'avez annoncé, la COLT, c'est la coalition des ONG de protection et de la promotion des droits des enfants luttant pour la traite. L'ONG a été créée, cette coalition a été créée en 2007 avec 17 ONG membres, mais aujourd'hui il y a une quarantaine d'ONG qui évoluent dans cette coalition. Elle est dirigée par une assemblée générale composée de 7 membres qui sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, mais toutes les activités opérationnelles sont gérées par un bureau exécutif qui est dirigé par un coordinateur de jeunes et une assistante administrative. Et maintenant les consultants qui viennent parfois aider la coalition à atteindre les objectifs assignés pour le moment. En parlant d'objectifs, justement, quels sont ces objectifs à cette coalition? L'objectif de la COLT, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous améliorons les investissements ou les activités qui sont menées pour la protection et la promotion des droits des enfants pour que les actions soient plus efficaces et efficientes. De façon spécifique, nous œuvrons à ce que les ONG qui évoluent dans la protection de l'enfant soient renforcées dans la mise en œuvre de leurs activités, faire en sorte que la COLT soit une interlocutrice ici crédible entre les ONG et les partenaires. Et de façon spécifique aussi, on peut dire, faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action entre toutes les ONG qui interviennent dans la protection et promotion des droits des enfants pour éviter les redondances et puis tout ce qui est doublon sur le terrain pour que l'appui ou les activités qui soient menées pour profit des enfants soient menées à bon escient. D'accord. Et puisqu'on parle des enfants, nous avons justement sur ce plateau l'honorable Mamadou Oumar Bari, député junior de Dingraï. Alors, honorable Bari, qu'en est-il du droit de l'enfant aujourd'hui en Guinée? Que pensez-vous du respect des droits des enfants en Guinée? Est-ce que les droits des enfants en Guinée sont respectés ou est-ce que ces droits sont bafoués? Qu'en est-il réellement selon vous? Merci Madame Tété de nous avoir invités sur votre plateau. La question du droit de l'enfant en Guinée actuellement a pris une autre allure, une autre tendance. Vous savez que la Guinée a ratifié la convention relative de la Convention des droits de l'enfant le 10 avril 1990. Depuis lors, la Guinée a fait beaucoup de progrès sur la défense du droit de l'enfant. Par exemple, ils ont mis en place le Parlement des enfants de Guinée. Dont vous êtes membre? Dont je suis membre. D'accord. Donc, en plus de ça, tout récemment, lorsqu'on a étudié sur les MGF, les mutilations génitales féminines de l'enfance, on a vu réellement que la Guinée se classe parmi les pays qui ont respecté leur engagement pris lors de la ratification de la CDE. Tous les engagements, on les respecte ici? Non, non, non. Parce que, par exemple, si vous allez à Madina, au pont de Madina, il y a des enfants qui ne partent pas à l'école. Il y a des enfants aussi qui n'ont pas d'abri, de logement. Il y a des enfants qui sont violés en permanence. Oui, violents. Même tout récemment, vous avez su avec ce qui s'est passé à Dixine. Oui. Donc, ça nous a beaucoup touché. Et
nous remercions la RTG de nous avoir proposé de nous permettre de s'exprimer ici pour le droit de l'enfant. Donc à vous entendre, il y a apparemment des choses qui sont faites, mais il y a encore plus de problèmes, plus d'obstacles dans la promotion et la protection des enfants en Guinée. Mais il y a un département donc, qui existe, c'est le département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait, M. Glabogui, au sein de ce département pour protéger les enfants qui sont de plus en plus maltraités, qui sont violentés, qui sont violés et qui se retrouvent dans la rue? Qu'est-ce qui est fait au niveau du département des affaires sociales? Bien, merci Madame pour l'invitation que vous faites au ministère. C'est d'ailleurs un des programmes que nous avons, c'est de communiquer sur évidemment les questions de violence, d'abus, de négligence, même, si vous voulez, des difficultés de mettre en œuvre les politiques qui permettent à chacun de savoir un peu les difficultés qu'il y a autour de l'enfant. Je ne suis pas là pour dire que les enfants de Guinée se portent bien. Ce serait vraiment trahir ma vocation, ce serait trahir mon engagement, l'engagement du département, l'engagement du ministère. Je voudrais simplement dire que nous travaillons pour la construction d'un système communautaire de protection de l'enfant qui allie et tout ce qu'il y a comme habitude communautaire qui pourrait être favorable à la protection des enfants, qui pourrait limiter les effets des mariages d'enfants, qui pourrait faire en sorte que les enfants, au lieu d'être mutilés, se retrouvent vraiment dans un environnement protecteur. Et cela va sans dire qu'il faut habiliter les communautés en essayant de dialoguer en permanence avec les communautés, faire en sorte que les communautés s'approprient les questions de protection de l'enfance. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où nous sommes avec tous les partenaires dans l'esprit de faire une sorte de convergence entre toutes les activités de protection en faisant en sorte que ce soit les communes qui s'approprient les questions de protection et que ce ne soit plus une ONG qui vient dire je voudrais qu'on échange sur les mariages d'enfants, je voudrais qu'on échange sur les mutilations génitales féminines, mais que ce soit partie intégrante des préoccupations des communautés. Et je pense que nous sommes en train quand même d'arriver à une phase qui pourrait nous permettre davantage de réduire les questions de vulnérabilité. Cela dit, le chemin est encore long parce qu'il s'agit de mécanismes. Comme je l'ai dit dans différentes rencontres, nous parlons de protection de l'enfant aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de protection avant. S'il n'y avait pas de protection dans les communautés, certainement nos grands-pères, nos pères n'auraient pas résisté. Toutes les fois que des enfants pourraient aller au champ, on a toujours fait accompagner des enfants par des adultes pour éviter que soit le serpent ne les morde, soit qu'ils ne se noient. Donc le mécanisme de protection a existé. Mais qu'est-ce qu'il faut puiser dans le mécanisme communautaire qui a été bien pour les enfants? Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que les populations soient conscientisées sur les effets des pratiques qui empêchent les enfants d'aller à l'école? Parce que l'idéal pour nous aujourd'hui, pour qu'une nation s'émancipe, il faudrait qu'à la fois filles et garçons soient à l'abri de toutes choses qui pourraient les empêcher d'aller à l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, je le dis à contre-cœur, le mariage d'enfants fait que beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Les mutilations génitales font que beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Le fait même que on ne peut pas penser qu'au niveau du département, peut-être qu'il manque, il n'y a pas suffisamment de communication, de sensibilisation pour justement amener les parents, encourager les parents à mettre les enfants à l'école, à suivre, à faire en sorte qu'ils puissent continuer leur cursus. En fait, il faut interroger l'approche, mais il faut interroger aussi le niveau de vie de notre population. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de conscientisation. Je ne pense pas que des gens fassent exprès de faire du mal à leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une contingence de problèmes. Lorsque les gens n'ont pas le revenu nécessaire pour rejoindre le debout, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup d'enfants aujourd'hui qui migrent, qui sortent du pays pour aller à leur survie. Vous avez beaucoup d'enfants qui quittent le village pour venir en ville, sans qualification, ils se retrouvent dans la rue. Etc., etc. Donc, il y a un facteur, il y a plusieurs facteurs, j'allais dire, qui convergent et qui font que nous, au ministère de l'Action sociale, on est interpellé lorsqu'il y a un cas de viol. Mais quand il y a un cas de viol, c'est forcément un parent qui a été négligent vis-à-vis de la garde de l'enfant. C'est forcément un comportement, si tu veux, un comportement qui a permis à l'adulte d'être en contact de l'enfant. Lorsqu'une mère, par exemple, vend la nuit tard, au bord ou à côté d'un maquis, et laisse sa fille là, vous comprenez avec moi qu'elle apprend des mauvaises choses. Donc il y a une contingence de choses à la fois sociales, communautaires, culturelles, socio-économiques qui contribuent à faire en sorte que la situation des enfants se dégrade. Nous sommes, en tant que ministère de l'Action sociale, par nos attributions, par notre position, par notre vocation, d'accepter et de dire que c'est notre rôle. Mais en réalité, la prise en charge des enfants, la protection des enfants incombe à tout le monde parce que ce sont des questions transversales. Oui, incombe à tout le monde, notamment au gouvernement qui a donc, on l'a dit, qui a signé cette convention il y a 17 ans. L'obligateur de droit. Et voilà, qui a signé cette convention il y a 17 ans. Et on sait qu'aux Nations Unies, on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'investissement public. Qu'est-ce que c'est?
d'investissement bon, aujourd'hui, je vais vous dire que nous sommes, en réalité, nous sommes dans une situation où l'on voudrait que ce soit les partenaires qui appuient l'État. Et quand on nous appuie, ça veut dire qu'on est devant, on donne le temps. Mais j'ai le regret de constater, moi, pour avoir été plusieurs années point focal des programmes de protection avec différents partenaires, vous avez un investissement de l'État qui ne dépasse pas 150 000 $, au même moment que vous avez des partenaires qui investissent près de 2 millions de $. Je prends l'exemple de la prise en charge des enfants victimes d'Ebola. Vous avez près de 6 000 enfants qui recevaient, quoi que M. Dramé va le confirmer, chaque enfant orphelin d'Ebola recevait 25 $ pour son implantation et sa réinsertion dans les familles d'accueil. Monsieur Guilabogui, quel est le montant alloué aujourd'hui, l'enveloppe financière allouée à la protection de l'enfance? Le système de protection de l'enfant l'année dernière, c'est 1 milliard. 1 milliard divisé par 8 000, ça fait 125 000 $. Alors qu'en même temps, le partenaire qui est l'UNICEF, par exemple, met en place un montant. Cela fait combien dans le budget national? C'est ce que je veux savoir. Ça ne représente pas grand-chose, ça ne fait même pas la moitié de sa moitié de 1, c'est 0,02 et quelques. Donc c'est pratiquement, nous sommes à la traîne en termes de budgétisation. Et vous voyez l'écart entre ce qu'il y a entre 3 milliards, si tu prends les partenaires globalement, si tu prends l'investissement de Plan Guinée, tu prends l'investissement de l'UNICEF, tu prends les investissements des terres des hommes, j'en passe, la collecte, etc., etc., vous avez près de 3-4 milliards de francs, 4 millions de dollars, 4 milliards de dollars, 4 millions de dollars, s'il te plaît. Alors qu'en Guinée, vous avez 1 milliard. Vous voyez l'écart qu'il y a. Alors, quelle est la capacité de l'État de construire un système avec l'investissement que l'État doit faire? Et la question est là. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, nous allons prendre en charge tous les enfants. Tant que nous existons, il y aura des problèmes de viol. Tant que nous existons, il y aura des malheurs d'enfants. Mais quel est le mécanisme qu'on construit avec l'investissement de l'État? Et c'est là où l'interrogation est. Et le ministère de l'Action sociale, à travers le Parlement et le gouvernement, avait mis en place ce qu'on appelait le mémorandum des 12 engagements du gouvernement en faveur de l'enfance. C'était pour faire en sorte que l'investissement de l'État puisse accroître. On s'était mis d'accord pour que cet investissement soit à hauteur de 5 millions de dollars à l'horizon 2019. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, si tu prends le système de protection, si tu enlèves le salaire des fonctionnaires que nous sommes, si tu prends le système de protection, c'est 1 milliard de francs guinéens. Ça correspond à combien? Ça correspond à 125 000 $. Et pourtant, la convention qui a été signée, je reviens sur la date, la convention qui a été signée il y a donc 17 ans, exige que l'État investisse davantage dans la promotion des enfants, dans la promotion et la protection des enfants. L'État investit. Donc ça veut dire qu'ici... Non, l'État investit. L'État investit. Il faut faire la part de je parle simplement du système de protection. Le système qui voudrait que, lorsque vous avez les animateurs communautaires dans les villages, qui puissent faire des animations pour que le dialogue dont vous parlez ou la sensibilisation ne cesse pas dans les communautés. Dès qu'il y a un enfant, qu'on puisse le référer. Mais en même temps, lorsque vous interpellez la Convention relative aux droits de l'enfant, n'oubliez pas qu'il y a les aspects de survie. Donc il y a la vaccination. N'oubliez pas qu'il y a les actions, les activités de, si vous voulez, de fréquentation des centres de santé pour les soins prénataux. N'oubliez pas qu'il y a la couverture vaccinale. N'oubliez pas qu'il y a les moustiquaires. N'oubliez pas qu'il y a l'enregistrement des naissances, etc. Et l'éducation en même temps. Mais généralement, les opérations dont vous parlez sont pour la plupart financées par des ONG internationales. Mais l'État paye les fonctionnaires, l'État paye les enseignants. D'accord. Donc c'est quand même une contrepartie. Il y a des écoles qui sont construites par l'État. Mais qui reste quand même vraiment une contrepartie qui reste vraiment insuffisante par rapport à ce que l'État même devrait faire en faveur de la promotion et la protection des enfants. Il faut le lier à la conjoncture nationale. Il faut le lier au niveau de vie du Guinéen. Il faut le lier aux revenus même de l'État. Parce que vous savez que l'État quand même se débat pour, d'une part, faire en sorte que les services existent, c'est le salaire. Et ensuite, le minimum pour le fonctionnement des structures. Donc, comprenez que l'État est quand même dans des difficultés. Mais nous ne pouvons pas cesser, nous, protection de l'enfant, d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut davantage investir sur le développement et la protection de l'enfant. Parce que si nous sommes engagés en tant qu'État à faire en sorte que la Convention relative aux droits de l'enfant soit respectée en Guinée, il va sans dire que l'État doit accroître son niveau d'investissement. Le niveau d'investissement est très bas. Je prends l'exemple, vous n'avez pas de centre de réinsertion pour les enfants de rue. Alors que c'est tout à fait, c'est vraiment existentiel. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour faire en sorte que les assistants sociaux puissent être au chevet des familles pour orienter ou nous informer sur les questions de vulnérabilité. Nous n'avons eu que l'avantage d'être appuyés par l'UNICEF et par le PNUD. Et ces programmes sont arrêtés. Alors que le ministère doit pouvoir déployer du personnel pour faire en sorte que toutes les personnes puissent avoir accès aux services. Et pour avoir accès aux services, il faut en être informé. Donc nous avons ces difficultés. Donc le manque d'investissement fait que nous n'avons pas une présence remarquée, nous n'avons pas une présence efficace, nous n'avons pas une présence convenable
au niveau du territoire national. Ce qui fait que le ministère quand même a de la difficulté à faire le travail social qui est vraiment la principale attribution du ministère. D'accord. M. Dramé, vous qui êtes consultant au niveau de la COLT, est-ce que vous partagez ce point de vue, M. Akwigilevogui? D'une part, oui, en partie, je suis d'accord avec lui. Et de l'autre part, il y a encore assez d'efforts, comme il l'a dit, à fournir. D'abord, je voudrais profiter de ce plateau encore, saluer les efforts que Save the Children, le bureau de Save the Children basé à Dakar, est en train d'apporter à la COLT pour faire deux choses. Non seulement faire prévaloir cette convention, c'est-à-dire le commentaire général numéro 19 du comité de suivi des Nations Unies pour amener l'État à accroître l'investissement public en faveur des droits des enfants. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, comme il l'a dit, il y a des actions qui se mènent par-ci et par-là. Le domaine d'enfant, c'est un domaine transversal. Mais c'est que le problème aujourd'hui, quelle plage on donne aux enfants, par exemple, de se prononcer sur ce qui est fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on suit les ministres qui sont en train de défiler devant les députés aujourd'hui? Mais quelle occasion on donne aux enfants, par exemple, de nous dire oui, ce qu'on a prévu l'année dernière, voilà jusqu'où ça a été dépensé, voilà comment ça a été dépensé, et que les enfants se prononcent sur est-ce que ça a pu améliorer leur vie, ça a changé quelque chose. Comme ça, ça amènerait l'État à sensiblement ou de façon croissante prendre l'avis des enfants dans la planification et la mobilisation des budgets en faveur des enfants. Donc, on me fait signe que la secrétaire générale du Parlement des enfants est dans cette salle. Peut-être le temps pour nous de la recevoir. Mademoiselle Aïssatou Fofana, donc secrétaire générale du Parlement des enfants de Guinée. On l'attend sur ce plateau. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau. Monsieur Dramé, vous étiez en train de parler de l'apport de l'État dans la protection de l'enfance. Je vous en prie, continuez. J'étais en train de dire que le domaine de protection est un domaine vraiment transversal. C'est vrai, il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se mener, mais il y a deux choses, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes en train de prôner. Premièrement, ce qui est fait. Comment c'est fait? Est-ce que ça arrive là où ça doit arriver? Et quel moment ou quelle plage on réserve aux enfants pour leur dire, écoutez, ce qu'on a planifié cette année, voilà ce qu'on a fait et qu'est-ce que ça peut apporter comme amélioration à vos conditions de vie? Et à ce niveau, est-ce qu'il y a un niveau où on peut questionner ces résultats ou ces rapports pour que ça soit à l'exploitation partout, à tous les niveaux? Et on peut même aller encore au-delà de la production des rapports qui sont destinés au grand public pour avoir vraiment un compte rendu adapté à la compréhension des enfants, pour que les enfants aient une appréciation au moins qu'on peut faire sur l'investissement public en faveur de leurs droits. Ça, c'est ce qui est fait. C'est extrêmement important pour voir un peu, pour qu'on puisse améliorer la gouvernance à ce niveau-là. De l'autre côté, on sait que ce qui est fait est très peu. Monsieur le représentant, le chef de la division de l'enfance est en train de dire, c'est moins de 0,5%. Ce qui est investi comme budget national en faveur de la protection des enfants. Donc aujourd'hui, si nous prenons notre engagement, l'engagement, la C2E, c'est un ensemble de promesses que l'État fait à ses enfants, dans son ensemble. Donc si nous regardons ça, l'investissement qui est fait ne représente même pas 1%. Et nous entendons nos dirigeants, qu'est-ce qu'on fait pour amener réellement qu'il y ait des actions concrètes pour que les enfants soient vraiment riches? C'est une question sur laquelle on va amplement revenir. Mademoiselle honorable Aïssatou Fofana, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous venez de prendre le train en marche. Je rappelle juste que vous êtes secrétaire générale du Parlement des enfants de Guinée. Oui. Comment se portent les enfants guinéens? Les enfants guinéens, je dirais, sont dans une situation non pas déplorable, mais dans une situation qui ne nous convient pas. D'accord. Parce que tout Expliquez-vous. Voilà, je vais m'expliquer. Lorsque nous faisons des plaidoyers, des sensibilisations ou des mobilisations en demandant à l'État à ce que des financements nous soient alloués, on nous dit que c'est fait, ou l'on nous dit que cela va se faire. Pendant ce temps-là, il y a des enfants dans la rue qui sont victimes de maltraitance ou d'exploitation. Pendant ce temps-là, il y a des jeunes filles qui sont mutilées. Pendant ce temps-là, il y a des jeunes filles qui sont mariées précocement. Pendant ce temps-là, il y a de nombreux enfants dans notre pays qui souffrent. Donc nous n'allons pas perdre notre temps ou passer la majorité de notre temps à faire des discours fallacieux en disant les enfants ont besoin de ça et de ça. Il ne faut plus que ce soit une formalité. Il faut que ce que nous demandons nous soit donné. C'est notre droit, c'est notre dû. Donc la situation des enfants de Guinée, je dirais, ne convient pas. C'est une situation qui, pour moi, ne devrait pas exister. Vous, en tant que député,
Hein, qu'est-ce que vous faites à votre niveau justement pour changer la donne? Il suffit pas de dire on n'est pas d'accord sur la situation des enfants. Les enfants ne sont pas heureux en Guinée. Tout n'est pas rose dans la situation des enfants guinéens. Les droits ne sont pas respectés. Mais puisque là, il y a déjà un parlement dont vous êtes la présidente, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre assemblée justement pour essayer de donner une meilleure situation à nos enfants que vous êtes, vous qui êtes l'avenir de demain? Qu'est-ce qui est fait à votre niveau? L'un des exemples ou l'une des actions que nous avons faites récemment, c'était le plaidoyer à l'endroit ou en direction de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Donc il y a eu un plaidoyer qui a été fait avec des conclusions à propos de la malnutrition des enfants, de la vaccination des enfants, de l'exploitation et de la protection des enfants. Donc nous avons fait des amendements. Nous avons demandé à ce que des budgets soient alloués à des secteurs qui nous sont favorables. Donc comme les enfants ne peuvent pas... Et quels sont ces secteurs? La vaccination, je viens de le dire, la protection, la malnutrition et l'éducation préscolaire. Alors je vais revenir aux autres invités aussi, notamment M. Dramé. Est-ce que dans notre pays, les dispositions réglementaires, législatives et institutionnelles sont prises pour justement la mise en œuvre de la CDE? Il y a assez de politiques qui sont en cours qui sont élaborées, qui sont en cours d'élaboration et en faveur des enfants. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais depuis 17 ans? Depuis 17 ans, il y en a beaucoup. En plus de ça, et nous pouvons parler aujourd'hui, il y a le Parlement des enfants, il y a le Conseil consultatif des enfants et jeunes qui existe déjà, qui est là. C'est un peu, c'est comme si on peut dire le grand frère du Parlement des enfants, c'est-à-dire les enfants qui ont gradué, qui ont eu 18 ans, qui sont maintenant dans ce conseil consultatif. Il y a l'association des enfants et jeunes travailleurs. Il y a tous ces mouvements qui sont là, qui soutiennent un peu la cause de la jeunesse et puis des enfants. Il y a ça. Mais de l'autre côté, nous, en tant qu'organisation de la société civile, chaque fois, on ne reste pas seulement derrière des obligataires de droit pour dire il faut faire ça, il faut ça. Parfois, on donne des pistes. La dernière fois, après le lancement du commentaire 19 qui invite l'État à accroître l'investissement public, on s'est dit il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on accroît le budget et puis on commence à chercher qu'est-ce qu'il faut faire. On a essayé de faire un atelier pour élaborer un plan d'action de plaidoyer qu'on voit ici, quand on a fait l'évaluation de la situation des enfants, on a trouvé les maux dont les enfants souffrent actuellement, tels que le mariage précoce, les mutilations génitales féminines d'enfants, les punitions corporelles, etc. On a essayé de voir ça, de mettre ça dans un plan pour dire, écoutez, en plus de ce que M. Akoy développait sur le système de communautaire de protection de l'enfant, en marge de ça, qu'est-ce qu'on peut faire au cas où le budget est disponible pour que ça soit judicieusement utilisé à travers vraiment une lutte efficace, coordonnée pour mettre fin au mariage précoce d'enfants, mettre fin aux mutilations génitales féminines d'enfants, aux punitions corporelles, etc. Comme ça, les actions sont prévues dans la feuille de route et puis il suffit seulement qu'il y ait de la disponibilité de l'argent et puis on avance. Mais ce que je regrette toujours, ce travail devait se faire en amont. Comme aujourd'hui c'est une belle opportunité, les ministres sont en train de défendre leur budget. Si en ce moment il faut avoir de regard. D'où cette table ronde d'ailleurs. Pour que les décideurs aient une réflexion interne pour dire, écoutez, est-ce que comme on s'est engagé dans la CDE, ce que nous sommes en train de poser aujourd'hui comme acte, comment dire, il y a du mieux que pour ce qui est bien pour l'enfant. Est-ce que nous tenons compte du bien, c'est-à-dire de l'intérêt supérieur de l'enfant? Est-ce que nous traitons tous les enfants sur le même pied d'égalité? Est-ce qu'aujourd'hui nous donnons de l'opportunité aux enfants à s'exprimer? Prenant ça, tout ce débat, on verra quelles sont les poches que nous pouvons créer à côté pour pouvoir prendre réellement des préoccupations des enfants pour qu'au finish, chaque Guinéen se retrouve dans les actions planifiées de l'État. M. Guilabogui, sur la mise en œuvre effective de la CDE. Bien, je m'en vais vous dire d'abord que la mise en place du Parlement des enfants est un des engagements du gouvernement. C'est le respect de la CDE. Parce que l'un des principes, c'est la participation des enfants. Donc l'État a en tout cas mis en œuvre ce point. Parce qu'il était demandé à l'État de faire en sorte que les enfants participent. Et s'il y a un Parlement des enfants depuis 2001, c'est de la volonté de l'État, il faut le mentionner. Ensuite, lorsqu'on parle du cahier de charges qui a été soumis récemment au Parlement des enfants de Guinée, il faut dire que ce sont des évaluations qui ont été faites par les enquêtes nationales. Nous avons vu que la malnutrition a augmenté. Nous avons vu que la couverture vaccinale a baissé.
Nous avons vu que le taux de préscolarisation n'a pas atteint les résultats que nous nous sommes fixés. Vous avez des statistiques? Exactement. Vous avez des statistiques? Nous avons vu aussi que, comment on appelle ça, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants deviennent des préoccupations. Donc c'est sur la base de ça que nous avons ensemble, il faut le préciser, le ministère de l'Action sociale à travers la direction de l'enfance, travaille de concert avec la coalition des ONG de lutte contre la traite des enfants. Tout le plaidoyer qui est fait préparé avec nous. Tous les plaidoyers qui sont faits et préparés avec la direction de l'enfance, avec l'UNICEF. Mais pour porter la voix des enfants, et c'est là où il faut saluer quand même la bonne collaboration entre le ministère et le Parlement des enfants. Le Parlement des enfants ne se lève pas pour dire nous allons vers. Ils sont encadrés par la direction de l'enfance, qui fait des évaluations avec ses partenaires, qui met le doigt sur la plaie et qui dit voilà le problème. Nous pensons que le gouvernement doit être interpellé sur X ou Y. Et c'est comme ça que le Parlement, sur la base de ces évaluations, va vers le président de la République, va vers le Premier ministre, va vers le Parlement des enfants. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a 2 semaines, nous avons simulé une sorte de plénière à l'Assemblée nationale, où des députés seniors ont laissé la place aux députés juniors. On a suivi ça, donc il faut recadrer pour dire que... Tout à l'heure, oui. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens que les choses marchent. Moi, je pense que nous ne sommes pas... Est-ce que nous sommes là pour dire que le budget qui est donné est mal géré, ou nous convenons que le budget est insuffisamment donné? Alors, qu'en est-il? Moi, je pense que le budget est mal géré ou est-ce qu'il est insuffisant? Mais il est insuffisant pour tous les pays d'Afrique, d'ailleurs. Il faut le préciser. Mais notamment vous m'avez dit tout à l'heure qu'on était à 0, je sais pas combien on ne peut pas dire que nous sommes dans les mêmes proportions que les autres pays, mais le document des Nations Unies dont on parle a fait une évaluation et qui dit que tous les États n'ont pas atteint le niveau qu'il fallait. Je ne sais pas, M. Dramé va revenir là-dessus. Donc c'est une interpellation pour l'ensemble des États qui ont adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant. Parce qu'on constate qu'il n'y a pas d'investissement qui se fait suffisamment à la hauteur des ambitions qui voudraient que les droits de l'enfant soient réalisés. Au niveau du département, quel est le plafond qui est visé pour la protection de l'enfant, par exemple? Je vous ai dit que nous avons fait les 12 engagements du gouvernement en 2014, où l'Assemblée nationale et le Premier ministre alors ont signé pour que l'État puisse investir 5 millions de dollars d'ici 2019. Et je vous ai dit aujourd'hui que nous avons 125 000 dollars qui ont été donnés l'année passée. Donc vous voyez l'écart. Alors nous sommes partie prenante pour le plaidoyer. Nous le faisons avec le Parlement des enfants. Nous sommes conscients en tant que ministère de l'Action sociale, en tant que Direction nationale de l'enfance, en tant que division de protection de l'enfant, que si nous n'avons pas d'investissement, nous ne pouvons pas traquer les questions de protection de l'enfant, nous ne pouvons pas déployer les gens sur le terrain. Vous parlez de plaidoyer. Il faut que nous convenons de cela tous, que nous sommes dans la même logique de faire en sorte que ceux qui investissent, qui planifient les investissements, regardent davantage les enfants et disent que ce qui est alloué est nettement insuffisant. Vous parlez de plaidoyer, puisque nos honorables députés juniors sont sur ce plateau. Est-ce que vous avez un plaidoyer ce soir à l'endroit de nos gouvernants, de nos autorités, notamment le président de la République, M. Mamadou Oumar Barich de Dinguiraye? Ok. Un plaidoyer? Oui. D'abord, à l'endroit de Monsieur le Président de la République, avant d'élaborer le budget annuel de l'État, le gouvernement devrait d'abord regarder la vie des enfants. Et en plus, partager les informations aussi concernant aussi les dépenses afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. En plus de ça, le Parlement des enfants de Guinée, comme l'a dit M. Akoy, le budget alloué au Parlement est très faible. Donc, nous demandons à M. le Président de voir la cause des enfants, comme la Guinée a ratifié les droits de l'enfant, la CEDE fait partie de la CEDE. Donc, l'État doit regarder d'abord les enfants, les problèmes. On ne peut pas parler de développement sans parler des enfants. Nous demandons à M. le Président de la République de bien voir, de regarder l'état du droit des enfants en Guinée actuellement et de nous aider et de revoir les investissements à ce niveau. L'honorable Aïssatou Fofana, sur la même question. Donc, votre plaidoyer ce soir? Si j'ai un plaidoyer à passer à l'endroit des représentants du gouvernement, c'est-à-dire du président de la République, des premiers ministres et autres, serait qu'il nous faut travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes certes les représentants de milliers d'enfants, nous sommes les représentants de milliers de couches juvéniles, mais nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Il faut que les moyens nous soient donnés. D'accord, nous faisons des plaidoyers. D'accord, nous parlons au nom des enfants de Guinée. Mais comment est-ce que nous parlons au nom des enfants de Guinée? Dans quelle situation est-ce que nous le faisons?
Ces informations, d'où viennent-elles? Aujourd'hui, nous ne sommes soutenus que par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et de la Direction nationale de l'enfance. Or, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. L'enfant est la base du développement d'un pays. L'enfant est le socle du développement d'un pays. Donc, toutes les questions qui sont liées à l'enfant doivent être des questions d'ordre général. C'est-à-dire que tout le monde doit un peu s'en mêler de part et d'autre. En ce moment, est-ce que vous êtes impliqué dans les prises de décision vous concernant, vous les enfants? Oui. Vous êtes consultés? Oui, nous sommes consultés. Continuez, oui. Donc l'engagement du gouvernement et de ses partenaires au développement s'est renforcé durant ces 7 dernières années avec la révision de la politique nationale de développement et de protection de l'enfant, avec son plan triennal de mise en œuvre, la protection de l'enfant et la révision du code de l'enfant. Mais cependant, les barrières financières et géographiques restent des problèmes majeurs à l'accessibilité aux services sociaux de base. Donc il faut vraiment que l'investissement public pour respecter nos droits soit quelque chose qui soit vraiment, non mais vraiment au premier lieu, c'est-à-dire au b.a.-ba. Il faut que des écoles, des salles de classe en plus soient créées, il faut que des lieux de loisirs soient créés, il faut que les moyens nous soient donnés pour nous exprimer, il faut que nous soyons mis dans de bonnes situations pour que parce que si on veut un avenir, il faut regarder l'enfant. Et si on regarde un enfant qui ne s'épanouit pas et qui ne s'émancipe pas, l'avenir sera emprisonné, je dirais. Voilà. Monsieur Dramé, que pensez-vous de ce plaidoyer de nos députés juniors? C'est tellement vrai que je m'en réjouis à plus d'un titre, parce que c'est ça, au fait, notre rôle. Quelle opportunité on donne aux enfants de dire ce qu'ils ont au cœur, c'est-à-dire pousser leur cri de cœur. Et mon souhait aujourd'hui est que ce cri de cœur soit entendu au plus haut niveau, que nous fassions en sorte que l'enfant guinéen soit exemplaire dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, mais c'est les conditions de travail. C'est pour cela que les défenseurs des droits, les droits disent que la pauvreté n'est pas question de manque de possession. Ce n'est pas ça. Mais c'est le partage inégal des droits, le respect inégal des droits qui fait que tel est riche et tel est pauvre. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Et c'est ce que notre plaidoyer, c'est ça, pour qu'on crée les conditions favorables aux enfants de s'épanouir. Et ça, c'est en tenant compte de leurs préoccupations, en les mettant dans les situations qui leur permettent, qui les amènent aussi à réfléchir, à faire des propositions concrètes. Et en tenant compte ensuite de ce qu'ils proposent comme propositions, qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Et trouver aussi des moyens, comment on peut associer les enfants à la gestion de l'État. C'est-à-dire en faisant quoi? En adaptant les communications à leur niveau, pour leur permettre de comprendre ce qui se passe au plus haut niveau et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et ça, chacun... Aujourd'hui, M. Wako est en train de dire l'investissement est faible. Certes, on est en train de beaucoup faire de l'autre côté, parce que le domaine de l'enfant, je l'ai dit tantôt, que c'est transversal. Mais si les enfants ne savent pas ce qui sont faits en leur nom et pour eux, ça sera difficile pour eux de rester dans leur coin pour dire oui, on est en train de faire quelque chose pour nous. On est en train de faire quelque chose pour nous. C'est ça notre plaidoyer. Pour que réellement les enfants soient associés à ce qui sont faits, il y ait vraiment beaucoup plus d'attention aux enfants et qu'on rende compte aux enfants de ce qu'on a pris comme engagement et jusqu'où on est dans l'atteinte de ces engagements-là. C'est ça notre plus grand souhait. Monsieur Akoye, votre lecture de plaidoyer que nos députés juniors viennent de faire? Bon, d'abord, je suis pas ma première avec eux, mais je dois préciser que les députés juniors ne sont pas à l'image du Parlement national. Donc, ce n'est pas des fonctions de parlementaires. C'est à titre consultatif. Ils représentent les enfants pour porter leur voix. Et ils sont témoins. Toutes les fois que nous avons été à des grandes tribunes, ils ont toujours été là. Ça n'a jamais fait de faux. Mais il n'est pas de leur ressort d'aller réaliser des activités puisqu'ils sont assujettis à des obligations scolaires. C'est des élèves, c'est des étudiants. Il faut que le mentionner. Ce n'est pas une ONG. Le Parlement des enfants n'est pas une ONG. Le Parlement des enfants ne réalise pas d'activités. Le Parlement des enfants s'associe aux partenaires, interpelle l'État. Et je pense que cet espace est donné. Et je crois que si vous avez vu le 16 juin, Monsieur le Président de la République a conféré ses fonctions pour 30 minutes à une parlementaire. Justement, je vais... Non, il faut que je le précise parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le Président de la République n'est pas sensible au problème des enfants. Il faut le préciser. D'accord. À partir du moment où le Président de la République vous reçoit, vous donne son cortège, vous donne ses gardes et tout... C'était le Président de la République ou le Président de l'Assemblée? Le Président de la République. D'accord. Le Président de la République a donné son véhicule de fonction, son cortège, qu'une fille a assumé ses fonctions pendant 30 minutes. Je crois que c'est des choses quand même qu'il faut relever quand on est dans le public. Et je pense que ça a été fait pour le Parlement grâce au ministère, grâce à ses partenaires. C'est des choses qu'il faut préciser. Donc ça veut dire que le président n'est pas insensible à la question des enfants. Mais il faut qu'on se dise la vérité quand on est guinéen. Comprenons que même la maison là où on est, toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc il faut qu'on se dise, je suis d'accord avec Dramé que les conditions de travail sont difficiles. Je suis d'accord qu'il faut créer l'espace d'expression des enfants. Je suis d'accord qu'il faut créer l'espace d'épanouissement des enfants. Et ça, je le dis, je suis d'accord avec.
Mais je pense qu'aujourd'hui, la Guinée quand même fait partie des pays qui peuvent se réjouir du fait que toutes les autorités ont les bras ouverts dès qu'il s'agit des enfants. Ils retrouvent le président de la République quand ils veulent. Ils voient le président de l'Assemblée nationale quand ils veulent. Ils retrouvent le président de la République quand ils veulent. Donc c'est quand même des espaces d'expression qui sont là. Vous ne manquez pas d'accès aux autorités. Mais ce qu'il y a, dont on doit tenir compte, c'est la conjoncture nationale qui fait que l'investissement de l'État est faible. Moi qui vous parle, c'est mon domaine de travail, je suis tout le temps confronté à des difficultés, ça ne m'arrange pas, et c'est pour ça que je participe au plaidoyer, c'est pour ça que le ministère s'engage dans le plaidoyer. Mais encore une fois, toutes les questions ne sont pas investissement de l'État. Quand vous prenez mariage d'enfants, ce n'est pas l'État qui décide de marier sa fille, c'est vraiment les parents. Donc je pense qu'il faudrait que nous soyons aussi, en tant que parlementaire, qu'un des rôles que vous avez dans les communautés, c'est de faire en sorte que, quand vous êtes à l'école, ce que vous apprenez en termes de droits de l'enfant, il y a 3 ans, 4 ans, vous êtes avec nous, il est important que vous investissez pour que la donne change dans vos communautés. Et ça, c'est le rôle que vous avez, ce sont vos responsabilités. Donc, c'est des précisions que je voulais apporter. Sinon, je partage pleinement le plaidoyer. Ils sont là, nous avons toujours préparé ensemble le plaidoyer. Et je pense que si le travail des enfants, si le rôle, la responsabilité de protection de l'enfant, si les enfants grandissent dans un bon épanouissement, dans un bon monde, nous on est à l'aise. Malheureusement, nous sommes conscients que la question des enfants de rue, c'est parce qu'on n'a pas un mécanisme de protection, de formation sociale, de formation professionnelle. Si on avait un mécanisme de formation professionnelle qui prend en compte tous ces aspects, peut-être qu'on ne serait pas en train de souffrir. Donc il y a des aspects qui ne relèvent pas que de nous. Quand les enfants ne vont pas à l'école, quand ils n'ont pas de moyens, quand ils se retrouvent dans la rue, ce n'est pas le ministère de l'Action sociale qui fait que les enfants ne réussissent pas à l'école. Ce n'est pas le ministère de l'Action sociale qui fait que le système de formation professionnelle n'est pas suffisamment huilé. Vous avez des enfants qu'on a réinsérés, M. Dramé est là, qui apprennent pendant 3 ans, 4 ans, mais ça correspond à quelle qualification? Vous avez référé les enfants chez un mécanicien, c'est un tailleur, etc., etc. Mais après, ils ont quelle opportunité pour développer leur travail? Ça dépend des moyens qu'on met à leur disposition. Ces formations sont prises en charge par le ministère? Par le ministère, par ses partenaires. On a eu des réinsertions, on a réinséré même des filles mères, des filles qui ne sont pas dans un foyer, qui font des enfants, qu'on a réunis dans la rue et qu'on a orientés dans les centres de formation professionnelle ici à Kipé, à l'ENAM, etc., etc. Mais quand elles sortent, elles regardent le ministère, quel est le moyen que le ministère a pour leur donner pour continuer à être autonome? Ce sont des interrogations que nous mettons sur table et qui nécessitent que le ministère ait des moyens pour aller pousser vraiment. Mais ce n'est pas les initiatives qui manquent. Je pense qu'il faut construire dans le mécanisme. Ce n'est pas qu'on veut que le président nous regarde, que le président nous écoute. Mais aujourd'hui, il faut mettre le doigt sur les choses qui font que le Parlement des enfants travaille, ils sont limités. Le ministère de l'Action sociale travaille, mais il est limité. Parce que quand il renvoie quelqu'un dans sa famille, parce que la famille n'a pas suffisamment de ressources, l'enfant est dans la rue, l'enfant est obligé de s'investir pour sa survie, vous ramenez l'enfant dans la rue. Si la famille est pauvre, le lendemain, l'enfant se retrouve dans la rue. Et vous n'avez pas où l'envoyer. Donc ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on oriente nos débats, mais on est tous ouverts, on n'est pas vraiment fermés au dialogue et je pense que les autorités ont suffisamment fait pour accompagner le Parlement des enfants. Même si je suis d'accord que vous allez dire que vous n'avez pas de siège, je suis d'accord que vous allez dire que vous n'avez pas, mais vous n'avez pas besoin de budget de fonctionnement, vous n'êtes pas député comme les autres députés. Alors je vais revenir à l'honorable Aïssatou Fofana, qui est la secrétaire générale du Parlement des enfants de Guinée. Honorable Aïssatou, parlez-nous donc de votre mandature et de cette journée durant laquelle vous avez été présidente de l'Assemblée nationale. Alors, c'était à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, c'est-à-dire le 20 novembre. Le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est un traité international, a été ratifiée par l'Organisation des Nations Unies, par la direction de l'Organisation des Nations Unies. Donc, à l'instar de tous les États parties à la Convention relative des enfants, notre pays célèbre chaque année la Journée internationale de l'enfant. Donc, cette année, le thème qui a été choisi par les pays africains était le Child Takeover, c'est-à-dire les enfants prennent le pouvoir. Voilà, donc c'était un peu partout dans tous les pays et j'ai eu la chance d'occuper pendant, disons, 1 heure le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Donc ça a été une expérience vraiment nourrissante, rafraîchissante. J'avais eu tous les honneurs qui étaient liés à mon poste. Donc j'avais des huissiers de justice, j'avais des gens qui m'accompagnaient, j'avais une voiture à ma disposition. Quand je rentrais, les autres se levaient. Donc au début, ça me faisait un peu rire, mais après on m'a dit, le président de l'Assemblée nationale m'a dit, il ne faut pas rire. Parce que ce que tu es en train de faire en 30 minutes, moi je l'ai appris pendant des mois. Ensuite, voilà, on a fait l'expérience, on a fait la plénière et on a clos la session. D'accord. Alors, l'honorable Barry, vous avez participé à cette journée aussi? Oui, oui. Alors, racontez-nous. Comme vient de dire notre secrétaire, la journée était quand même une journée inoubliable pour nous.
le jour J, nous étions très émus. Vous avez remis donc des documents au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que vos demandes sont prises en compte? Depuis là, il y a quelques mois déjà, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Pour ce qui est du plaidoyer déposé à l'endroit de l'Assemblée nationale, je pense que c'est tombé dans de bonnes oreilles et entre de bonnes mains, parce que désormais il existe un comité de suivi du plaidoyer. Au niveau de l'Assemblée nationale? Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale. Donc le président de l'Assemblée nationale a demandé à ce que certains membres du Parlement des enfants de Guinée puissent suivre l'allée du plaidoyer que nous avons fait, c'est-à-dire suivre ce qui va se faire ou ne va pas se faire. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 5 membres du Parlement des enfants de Guinée qui sont dépêchés et qui suivent le plaidoyer. D'accord. Alors, une autre question pour tous les invités. Qu'est-ce qu'il faut concrètement comme action pour amener justement le gouvernement à investir davantage dans la protection, la promotion de nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut comme action? Bon. Action concrète. En ce qui nous concerne, je pense qu'il faut aller à une planification très efficace. Une planification qui décline de façon très précise. Mais ce que je ne comprends pas, M. Akoui, depuis 17 ans, pratiquement 18 ans donc, disons-le, on a ratifié cette convention. Et jusque-là, les problèmes persistent. Jusque-là, les droits des enfants ne sont pas respectés. On a l'impression que voilà, c'est juste le document a été ratifié et l'application sur le terrain, c'est autre chose. Bon, il faut que vous compreniez que quand on parle de droits de l'enfant, oui, on parle de protection, de satisfaction des besoins de l'enfant. Oui. Comment voulez-vous que dans un pays où la pauvreté galope, les enfants vont avoir leurs droits satisfaits? Vous prenez les droits à l'éducation. Lorsqu'on n'a pas un système efficace en termes d'éducation, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas scolarisés, ou il y en a qui sont scolarisés et qui sortent. Donc, si le système n'est pas efficace, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investissement. Parce que prenez de 1989 à maintenant, combien d'écoles ont été construites? Plan Guinée a contribué beaucoup en Guinée forestière et rehaussé le niveau. C'est une ONG internationale, c'est pas l'État guinéen. Je donne un exemple, c'est un exemple que je donne. Mais il faut que vous compreniez aussi que toutes les institutions qui arrivent, c'est pour accompagner l'État pour la mise en œuvre de la convention. En parlant de protection, s'il vous plaît, de nombreux enfants sont victimes de viols, filles comme garçons. Mais apparemment, les sanctions ne sont pas prises. J'en conviens. Oui, j'en viens, madame. Donc, il n'y a pas que l'investissement que je vois. Oui, je l'ai dit. Oui. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, je ne vois pas que l'investissement. Je vois le comportement. Je vois le fonctionnement des services de justice, de sécurité. Je vois le fonctionnement même des normes sociales. Parce que quand vous parlez de viol, peut-être que je l'ai dit en aparté, le viol se fait où? C'est dans le voisinage. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter Conakry qui va violer quelqu'un qui est à Yomo. C'est toujours un enfant que quelqu'un qui est dans le voisinage, un proche qui le fait. Mais lorsque c'est commis, nous, ministère de l'Action sociale, on engage l'action sociale. La plupart du temps, quand nous avons des cas de viol, nous avons un médecin référent qui est Agnès Dine, qui s'occupe des cas. Et pour lesquels les députés peuvent témoigner pour certains cas quand même, où nous apportons nos solutions. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les gens privilégient, en tout cas au niveau social, des arrangements à l'amiable, des arrangements au niveau social, que le droit de la personne qui est violée. Et on vous dit quoi? Parce que si ça va plus loin, c'est la famille qui est exposée, ce sont les parents qui sont, etc., etc. Et je crois que le Parlement des enfants est confronté à la même difficulté. Donc il y a des pesanteurs socioculturels, il faut le mentionner, qui continuent à faire que des enfants n'ont pas malheureusement accès aux droits, surtout en termes de droits humains. Parce que quand vous prenez des viols, c'est en termes de droits humains. Quand vous prenez des mariages d'enfants, c'est en termes de droits humains. Donc je cite des cas de violence les plus graves, mais pour lesquels, à 80%, vous n'avez qu'à rechercher dans le comportement, dans nos sociétés. Donc ça, ce n'est pas de l'ordre des investissements. Ce qui est de l'ordre de l'investissement, c'est plus ou moins et plus généralement l'accès aux services sociaux de base. Si on n'a pas d'école, ça relève de l'investissement. Si on n'a pas de centre de loisirs, ça relève de l'investissement. Si on n'a pas l'enseignant pour enseigner l'enfant, ça relève de l'investissement. Si on n'a pas le centre de réinsertion pour s'occuper des enfants qui n'ont pas de famille et qui doivent avoir une vie alternative en dehors de la famille, ça relève de l'investissement. Si vous n'avez pas le mécanisme qui fonctionne et que un enfant est violé et qui doit être référé et pris en charge rapidement, ça relève de l'investissement. Donc il y a un croisement. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous sommes en train évidemment de mettre en œuvre les droits de l'enfant. Pour autant, lorsque vous dites que depuis 2011, depuis 2000 à maintenant, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Vous regardez les taux de scolarisation, vous regardez quand même que ces parlementaires sont nés peut-être dans les horizons 2000, peut-être. Donc il y a quelque chose qui a été fait. L'État quand même a dû contribuer à ce que les deux ici puissent aller à l'école,
même si c'est minime, pour qu'il soit aujourd'hui devant un plateau et vous parler. Donc ça, c'est des choses quand même qu'il faut noter. Ce n'est pas rien. Mais par contre, nous continuons à regretter le fait qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue, parce que des enfants viennent des villages, comme je l'ai dit, et les gens, souvent c'est si vous voulez, c'est le tutorat. Les gens, ils vont et disent, j'envoie la fille de mon oncle ou de ma cousine au Je le confie à telle personne. Exactement, le confiage, j'allais dire. Mais quand l'enfant arrive, au lieu d'aller à l'école, il se retrouve dans la rue. Parce que la famille même est dans le besoin de la survie. Les 3 repas par jour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'investit dans la rue. Voilà des choses que nous regrettons, mais qui relèvent de l'investissement. Mais qui aussi ne peut pas échapper forcément à la négligence des parents, qui n'échappent pas à la responsabilité des familles et des communautés. D'accord. Honorable Oumar Barry, vous avez voulu réagir au propos de M. Akoy. C'est pour vous dire que ce que vient de M. Akoy, il a parfaitement d'autre part, mais d'autre part, il n'a pas raison. Par exemple, sur l'investissement, l'État a fait beaucoup de progrès. Par exemple, la famille, il y a d'autres problèmes, il ne faut pas qu'ils aient l'État, mais plutôt nos sociétés. Par exemple, nos familles, il y a un cas par exemple à Dinguira qui s'est passé, où on nous a invités, il y a un monsieur qui a tiré sur 2 enfants, une fille âgée de 3 ans et un garçon âgé de 4 ans. Un vendredi, on nous appelle, c'était à la sous-préfecture de Diatiféré, on nous appelle, il y a une sous-préfecture située à vers les 60 km de Dinguira. Nous nous sommes rendus là-bas, et en cours de route, malheureusement, on a perdu la fille en cours de route. Arrivé à l'hôpital, on est venu avec le garçon, il était blessé à la main et sur les fesses. Et quels étaient les motifs de ce crime odieux? Le monsieur, il se mariait. Tellement qu'il était content, avec les fusils de chasse, il a tiré en l'air, c'est pas, il a eu l'enfant sur la main, l'enfant était arrêté comme ça, la main était collée. Maintenant, la balle a atteint la main de l'enfant plus les fesses. Maintenant, arrivé à l'hôpital, qu'est-ce que le DH de l'hôpital nous dit? Après, monsieur le coordinateur, le représentant du ministère de l'Action sociale à Dinguira, il m'a appelé, il m'a dit, honorable, il y a un enfant qui a été tiré à Diatifé, donc on va aller voir en tant que député junior, vous êtes là pour la cause des enfants, vous êtes là pour vos droits, vous êtes là pour réclamer ce qui vous appartient. Nous sommes allés à l'hôpital, qu'est-ce que le DH de l'hôpital? Il dit que si on n'a pas des formulaires pour la vérification, l'accès au document de l'enfant, il faut qu'on passe au niveau du monsieur le préfet jusqu'à nous donne des ordres de mission. J'ai dit, monsieur, nous sommes une institution, donc on ne peut pas passer par monsieur le préfet alors qu'il n'est même pas là. Donc nous sommes là, vous nous connaissez, on vous connaît. Donc vous-même, vous savez, nous sommes une institution. Donc en fait, vous n'êtes pas connu au plan national? Non. Vous, membre du Parlement des enfants de Guinée? Oui, d'autre part, mais c'est la faute à qui? Si on n'est pas connu. Monsieur Dramé, c'est la faute à qui? On a un Parlement des enfants de Guinée, mais apparemment, voilà, ces parlementaires ne sont malheureusement pas connus par tous. Et c'est la faute à qui? Bon, à tout le monde, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Notamment vous, ONG de protection, de promotion, puisque justement, au sein de l'ONG, on parle de promotion de l'enfance. Et qui est-ce qui doit faire la promotion de l'enfance? Ce sont évidemment le ministère de l'Action sociale, c'est vous, les ONG, qui évoluent dans le secteur de l'enfance. C'est maintenant ces députés juniors que vous avez formés. Mais s'ils ne sont pas connus au niveau national, je pense qu'il y a un petit souci quand même toujours de communication. Oui, il y a un souci de communication. Et le parrain, je peux dire, du Parlement des enfants, c'est le ministère de l'Action sociale qui est là et qui participe avec nous. C'est pour cela, entre le ministère de l'Action sociale et la coalition des ONG pour la protection de l'enfant, c'est comme blanc, bonnet blanc. C'est-à-dire, on travaille ensemble, on se complète pour faire que l'enfant s'épanouisse. Donc, il parlait des difficultés un peu, le cadre de travail. C'est des élèves, c'est des étudiants. Ils sont en train de faire des activités, comment dire, des activités après des heures de classe, ils font des activités, ils participent à des choses. Ils font des activités qu'ils peuvent faire au sein des établissements scolaires, tout comme ils peuvent faire dans la vie courante, à la maison quand ils rentrent. Mais pour le moment, ce n'est pas une institution comme ils ont dit. L'Assemblée a un siège où tout le monde les voit. Tous les jours, ils sortent à la télé et puis il y a une place qui est réservée à cela. Le Parlement des enfants n'a pas ça là. C'est par occasion, ils se retrouvent par endroit et nous chargeons de les former, de les orienter sur ce qui se passe pour qu'eux-mêmes puissent prendre ça en main. Mais aussi, il faut surtout les faire connaître, c'est aussi important. Mais bien sûr, c'est un travail, il a dit, c'est un problème de comportement, c'est un processus.
Le processus est en cours. Le Parlement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont très bien connues au niveau national, qui participent à toutes les instances. Il y a certains membres qui sont là, qui ne sont pas encore connus, mais progressivement, chaque fois qu'il y a des occasions telles qu'aujourd'hui, toute la Guinée aura l'occasion de voir l'honorable Barry sur le plateau aujourd'hui pour voir que c'est un député, malgré qu'il soit à Dinguiraï, mais c'est un député qui parle au nom des enfants de la Guinée. Vous voyez, c'est une opportunité. Mademoiselle est là, l'honorable est là, et Fofana, c'est une opportunité. Donc il faudrait qu'on crée ces conditions pareilles. Les enfants, ils sont appelés à l'hémicycle qui vont venir, même si les simulations qu'on avait fait, c'est quelque chose à saluer. Ils sont passés, ils ont joué le rôle des députés seniors. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui, à ce moment-là, on vit, tous ceux qui ont eu la chance de regarder la télé, les connaissent, ils ne vont plus les ignorer. Donc c'est progressif. C'est progressif. Mais nous faisons en sorte qu'ils soient, leurs capacités soient renforcées, ils soient informés de ce qui est de leur communauté. Parce que l'engagement, le changement, ça part de l'individu. Quand on est informé, on connaît ses droits, on acquiert une certaine maturité politique et on devient citoyen actif dans sa vie. C'est ça un peu ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, c'est tout un processus, c'est toute l'équipe qui évolue ensemble. Et les enfants, et le ministère, et les ONG, nous mettons la main, nous joignons la main ensemble pour faire en sorte que les enfants ils soient connus et qu'ils soient vraiment les porte-paroles réels, crédibles pour les autres enfants de la nation. D'accord, M. Akoui. Bon, sur les actions concrètes à mener pour mieux faire connaître. Je vais rapidement revenir pour dire que c'est regrettable qu'un député dise qu'il n'est pas connu à Dinguiraï, alors qu'il a été élu à Dinguiraï. Peut-être que mademoiselle honorable va me contredire. Je pense que les députés sont élus, ce n'est pas des gens qui sont mutés. Peut-être que le préfet aurait jugé utile de ne pas vous envoyer à un endroit où il y a eu crime. Parce qu'il faut aussi préciser que vous êtes des enfants, vous êtes à l'école. Il y a des choses qui relèvent de la responsabilité des autorités. Lorsqu'il y a un crime, là où un policier doit partir, je ne vois pas pourquoi un parlementaire va partir là. Donc je pense que quand vous êtes parlementaire, vous êtes imbu de responsabilité sociale, vous êtes imbu de responsabilité de façon volontaire. Il faudrait aussi que vous sachiez où se limite votre intervention. Donc je pense que c'est très important. Vous ne pouvez pas aller demander à un préfet de vous envoyer sur un endroit où il y a un crime. Vous parlez de crime. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas connu parce que vous avez été élu à Dinguiraï par les enfants de Dinguiraï. Ce n'est pas le ministère de l'Action sociale qui vous a envoyé. C'est regrettable de dire que vous n'êtes pas connu. Ça, il faut que je précise. Oui, donc, de ce point de vue, je ne sais pas... Laissons ça finir. Oui, voilà. Allez-y. Donc, je pense que nous, on fait notre travail pour qu'il soit connu. Lorsque le ministère représentant du Parlement les envoie devant le Président de la République, je ne vois pas en quoi on n'est pas en train de travailler. Toutes les activités que nous réalisons à l'enfance, les rencontres, nous avons toujours écrit au Parlement des enfants. Nos partenaires ont toujours écrit au Parlement des enfants et ont été toujours représentés. Et nous sommes toujours passés par le Parlement des enfants, même pour faire signer des engagements au gouvernement et aux partenaires. Les plaidoyers dont je vous parle, les 12 engagements, ça a été motivé par le Parlement des enfants. Mais apparemment, l'honorable Oumar Barry ne partage pas votre point de vue. Honorable, allons-y s'il vous plaît. Il ne reste plus suffisamment de temps. Quand je dis on, parce que le Parlement fait partie du ministère. Selon le statut du Parlement, nous on ne participe pas. Ce qui veut dire que c'est le représentant avec les forces qui se sont rendus à Diatifere, pas moi. J'ai bel et bien dit ici, c'est quand ils sont revenus, le coordinateur m'a appelé, m'a informé sur le cas. Je n'ai pas dit, quand j'ai dit on, ça veut dire que le département de l'action sociale, y compris le projet, me fait partie. Donc, je me suis bien clarifié et resté dans moi. Pour dire encore à M. Akoui que nous ne sommes pas connus, je suis connu bel et bien à Dinguiraï, mais en tant qu'élève ou bien en tant qu'individu. Mais on ne me connaît pas à Dinguiraï en tant que parlementaire. Quand on parle des autorités, les autorités me connaissent en tant que parlementaire. Mais quand je suis dans le quartier, à la maison, ce n'est pas tout le monde qui me connaît en tant que parlementaire. Quand je dis le Parlement des enfants, je me suis rencontré avec beaucoup de personnes, je demande le Parlement des enfants, je suis dans le Parlement. Ils me disent, le Parlement des enfants, c'est quoi? C'est quoi le Parlement des enfants? C'est parce que d'abord, le Parlement n'a pas l'accès médiatique d'abord. Mais ça commence là. L'accès médiatique, le Parlement des enfants n'a pas l'accès médiatique. Là, ça commence. Mais là, je pense qu'il faut donner la parole à son collègue. Oui, l'accès médiatique. La secrétaire générale. C'est le bureau qui doit gérer ça, Voilà. c'est pas le ministère. La secrétaire générale, il ne nous reste plus suffisamment de temps. La secrétaire générale, oui. Donc, d'une part, dire que le Parlement des enfants de Guinée n'a pas d'accès médiatique, je ne suis pas totalement d'accord. Tous les membres du Parlement des enfants de Guinée n'ont pas d'accès médiatique. Mais les membres du bureau exécutif national du Parlement des enfants de Guinée ont bel et bien... Il ne faut pas... Nous sommes 114. Il faut le signaler. 114 députés ne peuvent pas tous se rendre dans une radio publique en même temps pour dire qu'ils sont en train de défendre les droits des enfants. Donc nous sommes dans une institution, il faut relever des gens, il faut repêcher des gens
Aujourd'hui, ça peut être le trésorier, demain le secrétaire général, après-demain le vice-président ou même la présidente du Parlement des enfants de Guinée. Mais on ne peut pas tous venir faire des rendez-vous médiatiques en même temps. Donc dire qu'on n'est pas connu par les médias, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais sur le plan de publicité du Parlement des enfants de Guinée, je vais te rejoindre. Nous ne sommes pas institutionnalisés. Institutionnaliser le Parlement des enfants de Guinée, on en a besoin. Parce que jusqu'à présent, le Parlement des enfants de Guinée, c'est une formalité. Voilà, c'est aussi un autre plaidoyer. Alors, le mot de la fin pour vous, M. Guilabogui. Merci donc à la RTG pour cet intérêt que vous portez sur la question des droits de l'enfant. C'est d'ailleurs de façon légitime. Vous êtes mère, chacun de nous est sœur ou frère d'un enfant. Ouais. L'appel que j'ai lancé, c'est d'encourager le Parlement des enfants. Je comprends leurs difficultés pour avoir été encadreur depuis plusieurs années. Mais il faut quand même aussi savoir garder patience et connaître que le pays est en face des réalités qui font que tout ne peut pas être rose. Moi qui travaille, je n'ai pas de samedi, je n'ai pas de dimanche, comme beaucoup de collègues et même mes autorités, directeurs et ministres. Ceux qui s'investissent dans le domaine de l'action de protection des enfants qui sont dans les ONG, ils n'ont pas le salaire de leur travail. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. On peut vous réveiller à n'importe quelle heure pour dire qu'un enfant est violé. Vous-même, on vous réveille même les dimanches. Parfois même, on négocie comment vous quittez l'école pour venir participer à certaines activités. Donc, c'est des concessions que nous faisons pour faire en sorte qu'on soit présent. On essaie d'être présent. Et je pense que je vais exhorter le Parlement à aller dans ce sens. Exhorter le gouvernement, évidemment, à travers le Parlement et tout ce qui s'ensuit, de faire en sorte que l'investissement dans le domaine de l'enfant puisse continuer. Parce que, hélas, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais les enfants sont dans la rue, c'est visible. Les enfants ne vont pas à l'école, il y en a qui sont violés. L'essentiel reste à faire. Monsieur Dramé, votre mot de la fin. C'est de me réjouir très sincèrement et vous féliciter pour ce débat de qualité et voir les enfants vraiment s'épanouir sur un plateau national pour parler réellement des problèmes qui les tiennent à cœur. C'est vraiment notre rôle. C'est de donner cette opportunité aux enfants d'avancer, vraiment de dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est extrêmement important. De l'autre côté, l'autre objectif de ce débat, pour nous, que je vois que c'est vraiment atteint, c'est quoi? C'est que tout le monde soit conscient de ce qu'on a pris comme engagement, ce qui est fait. Malgré le chemin parcouru, il y a encore des choses à faire et que les efforts supplémentaires doivent être déployés pour qu'on puisse vraiment faire face aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos enfants. Ratifier une convention, c'est bon, mais tenir compte de ce qui est ici à l'intérieur est encore mieux. D'accord. Honorable Mamadou Oumar Bari. Nous vous remercions. Nous demandons aussi qu'il y ait plus des activités pareilles, qu'on nous invite, qu'on regarde ce qu'on pense, ce qu'on a à dire, ce qu'on veut. Et nous aimerions beaucoup que la RTG, ça c'est une recommandation envers la RTG, que vous organisez des places d'activités pour nous inviter et pour nous permettre d'avoir l'accès médiatique. Parce que je pense que... Pour mieux vous faire connaître, voilà, et à Dinguiraï dans le reste du pays. On prend très bonne note. Alors, honorable Aïssatou Fofana, secrétaire général du Parlement des enfants, votre mot de la fin. Alors d'abord, je remercie la RTG pour cette énième opportunité qui nous a été donnée de nous exprimer. Et j'en profite pour lancer un appel solennel. Donnez-nous les clés et les moyens nécessaires pour que nous puissions faire les actions qui nous tiennent à cœur, pour que nous puissions avoir le monde dont nous rêvons. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission Parlons-en. Parlons-en qui s'est donc intéressé ce soir aux droits des enfants en République de Guinée. Nous avons reçu donc pour en parler sur ce plateau l'honorable Aïssatou Fofana, elle est secrétaire générale du Parlement des enfants, l'honorable Mamadou Oumar Bari, député junior de Dinguiraï, Akoye Guilabogui, chef division protection de l'enfance au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Monsieur Mamadi Dramé, consultant chargé du plaidoyer à la COLT, la coalition des ONG pour la protection et la promotion des enfants. À vous téléspectateurs, nous vous disons également un grand merci et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Parlons-en. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous.